Récemment, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé le Golden Dome, une version plus grande et améliorée de l'Iron Dome d'Israël, qui viserait à protéger le pays. Des menaces balistiques croissantes de la part d'États, comme la Russie, la Chine et peut-être même la Corée du Nord. Il a souvent été comparé au programme Guerre des étoiles des années 80 sous l'ère Reagan, mais est-ce vraiment la même chose? Est-ce que c'est viable? Dans cette vidéo, nous examinerons ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo pour soutenir la croissance de Géopolitique mondiale. Et pensez à devenir membre. Être membre de la chaîne Géopolitique, c'est unique et différent de la plupart des chaînes YouTube. Vous rejoignez une vaste communauté de personnes passionnées par la géopolitique et extrêmement qualifiées. En plus d'avoir accès au contenu exclusif de la chaîne, aux lives exclusifs avec moi et à un accès anticipé aux vidéos qui seront ensuite publiées pour le public. Et le plus important, vous garantissez que la chaîne Géopolitique mondiale reste vivante et fidèle à sa méthodologie, sans avoir à se soucier du nombre de vues sur YouTube, assurant ainsi la fidélité de la chaîne. Je m'appelle Adriano Peta, et voici la chaîne Géopolitique mondiale. Imaginez que les tensions entre les États-Unis et un adversaire doté d'armes nucléaires s'intensifient. La menace pour les États-Unis, qu'elle soit due à une erreur de calcul ou intentionnelle, augmente chaque jour. Puis, soudainement, des satellites américains, équipés de caméras infrarouges, détectent la fumée de dizaines et de dizaines de missiles balistiques intercontinentaux. Ces satellites de suivi déclenchent alors les satellites porteurs d'intercepteurs les plus proches, un peu comme l'algorithme d'une application de transport type Uber, pour ainsi dire, trouvant le conducteur le plus proche. Les fusées interceptrices sont alors lancées et accélèrent pour atteindre les missiles, les détruisant comme des balles détruisant d'autres balles. Dans ce scénario hypothétique, les États-Unis ont empêché une attaque catastrophique sur leur territoire et ont potentiellement évité un apocalypse nucléaire pour le monde entier. C'est ainsi que le plan du gouvernement Trump pour une défense antimissile spatiale ou le Dôme d'Or pourrait fonctionner, même si cela reste encore une capacité purement hypothétique. Ce processus est la militarisation de l'espace extra-atmosphérique que certains appellent l'astropolitique, mais le terme correct est métagéopolitique, car il implique davantage de dimensions. Mais passons. Si vous voulez que j'en parle plus tard, commentez. Revenons au projet. Dôme d'Or. Il s'agit d'une proposition de bouclier de défense antimissile des États-Unis, qui, pour la première fois, place des intercepteurs armés dans l'espace, pour protéger le territoire américain contre les attaques de missiles balistiques et hypersoniques. C'est un système multiniveau et intégré, conçu pour neutraliser les menaces à toutes les phases de vol d'un missile, depuis avant le lancement, grâce à la surveillance et à d'éventuelles frappes préventives, en passant par la phase d'ascension, la phase de vol spatial intermédiaire et jusqu'à la phase terminale de rentrée dans l'atmosphère. Le Dôme d'Or vise à exploiter un réseau de centaines de satellites répartis autour du globe, équipés de capteurs avancés et d'intercepteurs capables de détecter des lancements hostiles dans des pays comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord ou l'Iran et d'engager les missiles juste après leur décollage. Cette architecture spatiale ajouterait une première couche d'interception au système de défense antimissile des États-Unis, en complétant les intercepteurs terrestres déjà présents en Californie et en Alaska. Conçu à l'origine sous l'administration Trump, le Golden Dome a été décrit comme un aérodôme pour l'Amérique, par analogie avec le système israélien, bien qu'il soit beaucoup plus vaste en portée et en technologie. Selon des déclarations officielles, l'objectif est d'achever le travail entamé par le président Reagan il y a 40 ans, en référence à l'initiative de défense stratégique, le projet Star Wars des années 1980. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la technologie des constellations massives de satellites et la microélectronique avancée ouvrent des possibilités qui, dans les années 80, étaient irréalisables pour les intercepteurs spatiaux, y compris des options non cinétiques comme les armes laser pour abattre les missiles juste après leur lancement. En mai 2025, la présidence a estimé le coût initial du programme à environ 175 milliards de dollars américains et a désigné la force spatiale comme chef de file de l'effort, indiquant l'urgence et la priorité accordée à ce projet de défense sans précédent.
Pour rendre possible la détection et le suivi des menaces, le Golden Dome s'appuie sur une architecture sophistiquée de capteurs spatiaux organisés en couches qui agissent de manière coordonnée. La première couche est constituée des satellites d'alerte infrarouge, également appelés System Space-Based Infrared System, qui sont des satellites en orbite géosynchrone fournissant une alerte précoce au lancement de missiles en détectant la chaleur des propulseurs lorsqu'un missile entre en phase d'ascension. Ces satellites en orbite géostationnaire, situés à 36 000 km d'altitude, peuvent identifier le point de lancement et estimer la trajectoire initiale du missile, ainsi que probablement la zone d'impact de sa ogive. Cependant, ils offrent une résolution très limitée pour un suivi précis. Donc le plan consiste à compléter cette alerte initiale par une constellation de satellites en orbite basse pour un suivi continu. Ensuite, nous avons la couche de suivi, composée de dizaines de satellites qui seront portés à plus d'une centaine de petits satellites en orbite terrestre basse dédiés au suivi des menaces avancées pendant leur vol. Ces satellites sont équipés de capteurs infrarouges à champ de vision moyen et large, capables de suivre aussi bien les missiles balistiques que les véhicules hypersoniques manœuvrables après leur phase de propulsion. L'Agence de développement spatial a déjà commencé le déploiement de cette couche dans le cadre de ce qu'on appelle la PVSA, abréviation de l'architecture spatiale de combat proliféré. En lançant des lots de satellites de surveillance, le modèle Tranchée 0, encore expérimental, a placé des satellites en 2023 pour des tests et la tranchée. Un prévoit 28 satellites sur 5 plans orbitaux à environ 1000 km d'altitude d'ici la fin de 2025. Dans des configurations futures, la couche de surveillance pourrait dépasser 100 satellites en orbite basse, ajoutant probablement des satellites en orbite moyenne pour améliorer la couverture mondiale et la persistance du suivi. Ce réseau va fournir une alerte mondiale et une surveillance de la trajectoire des missiles ennemis en temps réel. Certains satellites de surveillance possèdent des capteurs haute résolution et une grande précision de tir. Par exemple, des capteurs à ouverture plus réduite, mais capables d'affiner la détection pour guider les intercepteurs. Ensuite, nous avons la couche de garde, une autre constellation de satellites conçus qui inclurait des satellites de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en orbite basse, afin d'assurer une surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des cibles mobiles et sensibles au temps, sur des territoires adverses. En d'autres termes, la couche de garde vise à observer en temps réel où se trouvent les équipements ennemis, y compris les lanceurs de missiles mobiles, les bases de lancement, les convois et d'autres ressources qui précèdent une attaque. Cette surveillance continue permettrait, en théorie, de détecter les préparatifs de lancement ennemis bien à l'avance et ainsi de transférer rapidement les données des cibles aux intercepteurs ou aux armes d'attaque préventives. Nous avons donc aussi les capteurs cruciaux de suivi des missiles hypersoniques. En coordination avec la couche de suivi, l'Agence américaine de défense antimissile développe le capteur spatial de suivi hypersonique et balistique, abréviation de capteur spatial de suivi, hypersonique et balistique. Il s'agit d'un ensemble de satellites prototypes en orbite basse, équipés de capteurs infrarouges à champ de vision plus étroit et à haute résolution. Décrits comme la lunette de haute précision du tireur d'élite, ils sont capables de discriminer et de suivre avec précision des ogives ou des véhicules hypersoniques au milieu de contre-mesures, fournissant des données de qualité pour le contrôle de tir lors du guidage final des intercepteurs. 2 satellites capteurs spatials de suivi hypersonique et balistique de démonstration ont été lancés en 2023 et 2024, en même temps que la tranche 0 que j'ai mentionnée. On s'attend à ce que, à l'avenir, des capteurs de type capteur spatial de suivi hypersonique et balistique soient intégrés à la constellation déjà opérationnelle, de sorte que chaque tranche de satellite de suivi comprenne à la fois des capteurs d'alerte et d'acquisition, ainsi que des capteurs de raffinement du suivi. Enfin, le réseau de communication et de commandement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un capteur, il vaut la peine de le mentionner car toutes ces couches spatiales seront interconnectées par des satellites de communication dédiés et par des liaisons optiques entre satellites. Censément, cela garantit que les données de détection et de suivi sont rapidement partagées et envoyées au centre de commandement et aux unités d'interception. Mais ensuite vient la grande différence du Dôme d'Or. Ce sont ces intercepteurs spatiaux qui ont été proposés. L'élément le plus audacieux du Dôme d'Or est la constellation d'intercepteurs spatiaux.
conçus pour détruire les missiles ennemis lors de la phase de propulsion, c'est-à-dire au moment où ils accélèrent dans les quelques secondes ou minutes suivant le lancement. Contrairement aux systèmes actuels qui interceptent les ogives dans l'espace ou lors de la rentrée, alors qu'elles sont déjà bien avancées dans leur trajectoire, l'idée ici est d'attaquer le missile, pendant que ses moteurs sont encore allumés et qu'il monte dans l'atmosphère au moment où il est relativement lent, brillant et plus vulnérable à être neutralisé, avant de libérer les ogives ou les contre-mesures. Les plans prévoient deux principaux types d'engagement depuis l'espace. Les intercepteurs cinétiques orbitaux, qui seraient teintés de petits missiles ou véhicules d'impact logés dans des satellites d'interception en orbite basse. Lorsqu'un lancement hostile est détecté, le satellite le plus proche lancerait un véhicule intercepteur qui descendrait vers le missile ascendant, guidé par des capteurs infrarouges et, éventuellement, une assistance à distance des satellites de surveillance. L'intercepteur entrerait en collision avec une cible à grande vitesse, la détruisant par énergie cinétique, sans ogive explosive. Les intercepteurs orbitaux devraient être extrêmement rapides et manœuvrables, disposant ainsi de leur propre propulsion suffisante pour ajuster leur orbite et plonger dans l'atmosphère contre une cible en ascension. Les estimations suggèrent des accélérations et des vitesses terminales mais alors très élevées, en raison des quelques dizaines de secondes seulement disponibles pour intercepter un missile balistique intercontinental pendant cette phase de propulsion. On s'attend à ce que chaque satellite puisse transporter un ou plusieurs intercepteurs prêts à l'emploi. Ils disposeraient de leur propre capteur de recherche ou recevraient des informations des satellites de suivi et, une fois lancés, ils se guideraient automatiquement jusqu'à l'impact. Il est important de préciser ici qu'aucun intercepteur spatial de ce type n'a encore été développé. Même les documents officiels reconnaissent que les intercepteurs en orbite sont des éléments avancés qui doivent encore être développés. Cependant, le gouvernement américain estime qu'il lancera les tests dans les années à venir et aura une capacité initiale avant 2030. Mais alors, nous avons aussi l'extrême de l'attente, qui sont les armes à énergie dirigée, également connues seulement sous le nom d'armes laser spatiales. Le Dôme d'Or mentionne également ces options non cinétiques pour l'interception, ce qui est compris comme l'utilisation de lasers orbitaux à haute puissance. Dans ce scénario, des satellites équipés de lasers à haute énergie dirigeraient un faisceau concentré vers le missile juste après son lancement, chauffant et dégradant sa structure jusqu'à provoquer une défaillance catastrophique. Un laser voyage à la vitesse de la lumière, ce qui évite les problèmes de temps de vol et pourrait théoriquement atteindre des cibles dans différentes parties du monde presque instantanément. Mais les défis techniques sont absolument colossaux, car cela exigerait un système laser de très grande puissance et une optique de grande ouverture pour focaliser le faisceau à des centaines ou des milliers de kilomètres de distance. De plus, cela nécessiterait une source d'énergie énorme à bord du satellite. Nous parlons probablement d'un réacteur nucléaire compact ou de panneaux solaires extrêmement grands avec stockage d'énergie, en plus d'un système avancé de pointage et de stabilisation pour atteindre un point fixe sur un missile accélérant dans une atmosphère dense. Pendant l'initiative Star Wars des années 1980, ils ont envisagé des lasers chimiques et des faisceaux de particules neutres basés dans l'espace, mais cela n'a jamais dépassé la phase expérimentale. Aujourd'hui, on pense qu'avec les avancées dans les lasers à l'état solide de haute puissance, il se pourrait qu'à l'avenir, cela devienne viable, qu'il soit possible d'avoir un laser spatial plus petit et plus efficace. Donald Trump a explicitement demandé d'étudier les lasers orbitaux dans le cadre du Golden Dome, reconnaissant cette possibilité de tir d'énergie instantané. En pratique, un laser exige que le satellite ait une ligne de visée dégagée pour atteindre le missile, sans nuage dense sur le trajet. Cependant, en tirant de haut en bas à travers la stratosphère, cela reste relativement gérable. Il faut aussi maintenir le faisceau sur la cible pendant quelques secondes pour déposer suffisamment d'énergie afin de la détruire. Jusqu'à présent, aucun système laser orbital capable de générer autant d'énergie n'existe, mais les recherches sur les matériaux optiques, les systèmes adaptatifs et la distribution d'énergie pourraient rendre cette option réalisable, mais seulement à long terme. Si cela réussit, il s'agirait d'un laser capable d'engager plusieurs cibles en rapide succession, contrairement aux intercepteurs cinétiques que j'ai mentionnés, qui sont consommés au moment de leur utilisation.
Et nous avons la ligne la plus basique et déjà existante qui ne ferait que s'améliorer, à savoir la couche d'interception coopérative des couches inférieures. Si un missile n'est pas détruit lors de la phase de boost par la couche spatiale, le Dôme d'Or prévoit alors un engagement avec des missiles intercepteurs à mi-parcours basés au sol, ce qui inclut les missiles actuels ainsi que les futurs missiles hypersoniques américains qui sont encore en développement et qui pourraient tenter de détruire l'ogive dans l'espace extra-atmosphérique. En outre, une couche terminale à l'intérieur ou autour du territoire américain lui-même est envisagée, comme par exemple le projet qui prévoit d'installer des batteries d'intercepteurs sur le sol des États-Unis, similaires au système STAD ou à l'Aegis Ashore, pour un dernier effort contre les ogives qui parviendraient à franchir les couches précédentes. Cette intégration air-mer-terre-espace permettrait au bouclier d'engager aussi bien des missiles balistiques intercontinentaux, jusqu'aux missiles hypersoniques planants, y compris les missiles de croisière avancés qui volent à l'intérieur de l'atmosphère. L'efficacité des intercepteurs spatiaux dépendra également de l'orbite dans laquelle ils seront positionnés et de la géométrie orbitale par rapport au théâtre de lancement ennemi. Il existe essentiellement deux options d'orbite pour maintenir les satellites au-dessus des zones cibles, à savoir des altitudes très élevées ou des orbites géostationnaires ou des altitudes basses. Chaque approche a ses avantages et ses limitations physiques différentes. Dans le cas de l'orbite géostationnaire, un satellite reste fixe au-dessus d'un point sur la Terre, ce qui serait idéal pour surveiller en permanence une région d'intérêt, par exemple en maintenant un intercepteur toujours stationné au-dessus des champs de lancement de la Chine ou de la Russie. Cependant, l'énorme altitude pose deux problèmes majeurs, la distance et le temps d'interception. L'intercepteur lancé par ce type de satellite devrait parcourir des dizaines de milliers de kilomètres pour atteindre un missile en ascension près de la surface. En considérant que la phase de propulsion d'un missile intercontinental dure environ 3 à 5 minutes, le missile lancé depuis un satellite géostationnaire n'arriverait tout simplement pas à temps. Et dans le cas des satellites en orbite basse, à quelques centaines voire 1000 km d'altitude, pour placer des intercepteurs suffisamment près des cibles au bon moment, la solution serait de les maintenir en orbite basse autour de la Terre. En orbite basse, les satellites effectuent leur révolution en un laps de temps très court, de 90 minutes à quelques heures, et passent au-dessus de différents points du globe. La basse altitude réduit la distance jusqu'à un missile juste après son lancement, ce qui le rend viable pour atteindre la cible dans un court laps de temps. Mais l'inconvénient, c'est qu'aucun satellite individuel ne pourrait rester au-dessus d'un même endroit très longtemps, puisqu'ils ne font que passer, pour ainsi dire. Pour garantir une couverture continue d'une région spécifique, il faudra un très grand nombre de satellites répartis sur différentes orbites et plans, de sorte qu'il y ait toujours au moins un ou plusieurs satellites au-dessus de tout site de lancement ennemi potentiel à ce moment-là. Et comme toujours, la géographie jouera un rôle crucial aussi bien dans la conception du Dôme d'Or que dans les défis liés à son fonctionnement. L'emplacement des sites de lancement ennemis, comme les pays ciblés par le système, à savoir la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, présente des configurations géographiques différentes qui influencent la défense. Dans le cas de la Chine, ces 3 sites de lancement de missiles intercontinentaux et ces bases de missiles à portée intermédiaire sont disséminés à l'intérieur du territoire, certains dans des déserts reculés du nord-ouest, comme par exemple dans les déserts du Gansu et du Xinjiang, où des silos de missiles intercontinentaux ont récemment été construits. Couvrir des lancements au cœur de la Chine continentale est quelque chose de difficile, car un intercepteur spatial devrait pratiquement se trouver au-dessus de la région du désert de Gobi au moment précis du lancement pour pouvoir intercepter pendant la phase de propulsion. Et comme je l'ai dit auparavant, cela va nécessiter une constellation dense de satellites. En Russie, les silos de missiles intercontinentaux sont largement répartis dans des régions comme l'Oural et la Sibérie, à des latitudes élevées et certains à des milliers de kilomètres de la côte. Les missiles russes tantôt à trajectoire polaire peuvent être lancés très au nord, ce qui implique que des satellites intercepteurs supplémentaires en orbite polaire seront également nécessaires. De plus, la Russie dispose d'une large capacité de missiles lancés par sous-marins dans les régions de l'Arctique et du Pacifique, créant ainsi des vecteurs d'attaque depuis le nord ou l'ouest.
Ainsi, pour se défendre contre toutes les trajectoires russes, le Dôme d'Or devrait couvrir pratiquement tout l'hémisphère nord de la planète. Dans les deux cas, la profondeur territoriale de la Chine et de la Russie signifie que les intercepteurs basés en dehors de leur territoire, même orbitaux, doivent parcourir de très grandes distances. Contrairement, par exemple, à la défense d'un petit pays comme Israël avec l'aérodome. Et même ainsi, nous avons vu que certains missiles iraniens, d'ailleurs plusieurs, ont réussi à percer les défenses et à atteindre le territoire israélien. Mais ici, l'échelle continentale des agresseurs rend la géométrie beaucoup, mais alors beaucoup moins favorable pour les États-Unis. Et les trajectoires de vol et les angles d'interception d'un missile balistique intercontinental lancé depuis l'Asie vers les États-Unis passent généralement par l'Arctique en raison de la courbure de la Terre. Cela signifie que les intercepteurs positionnés en orbite polaire ou à haute latitude à haute latitude auront la principale opportunité d'engagement. En revanche, les missiles provenant du Moyen-Orient, comme ceux de l'Iran ou d'Asie du Sud, peuvent suivre des trajectoires plus directes via l'hémisphère Est. Autrement dit, dans tous les cas, la fenêtre d'engagement se produit au-dessus du territoire ennemi ou des zones internationales adjacentes. En ce qui concerne les bases Bontals de lancement des satellites intercepteurs, du point de vue américain, la logistique de lancement des centaines de satellites du Golden Dome est également conditionnée géographiquement. Les États-Unis vont utiliser deux ports spatiaux, Cap Canaveral en Floride pour l'insertion en orbite à inclinaison moyenne et élevée, y compris polaire via un lancement sud-nord, et la base de Vandenberg en Californie pour les insertions polaires et rétrogrades. De plus, certaines alliances internationales seront également exploitées avec l'invitation faite au Canada de rejoindre le Golden Dome. D'ailleurs, sans le Canada, le Golden Dome ne sera tout simplement pas réaliste. Et surtout la cible récente de polémique, le Groenland. Une fois opérationnel, le Golden Dome couvrirait automatiquement de vastes zones du globe. Ce qui signifie que d'autres pays pourraient ainsi bénéficier, disons gratuitement, de cette protection. Avec ce gratuitement entre de très grandes guillemets. Je dis cela parce que cette protection aura un coût politique très élevé. Mais ironiquement, les estimations financières sont astronomiques. Des études stratégiques ont suggéré des chiffres élevés, comme environ 1000 à 2000 intercepteurs, en orbite basse, tandis qu'une analyse de l'Académie nationale des sciences a envisagé un système plus limité et plus petit. Exigeant des centaines d'intercepteurs et coûtant environ 300 milliards de dollars. Pour être mis en œuvre, le gouvernement Trump a estimé un coût d'environ 175 milliards de dollars pour développer et déployer le Dôme d'Or, avec l'intention d'achever l'essentiel en 3 à 4 ans. Ce que je dois souligner, c'est que c'est irréalisable et que cela ne se fera pas dans un délai aussi court. D'autant plus que des documents du Bureau du budget du Congrès américain ont indiqué que rien que les composants spatiaux du bouclier pourraient les craindre coûter jusqu'à 542 milliards de dollars en 20 ans. Ce montant inclut la maintenance, le remplacement des satellites au fil du temps et le développement continu de la technologie. Autrement dit, un demi-billion de dollars pour maintenir une constellation défensive robuste dans l'espace. À titre de comparaison, le budget annuel total du Pentagone en 2025 est de l'ordre de 850 milliards de dollars. C'est une somme colossale et sans retour. Et il y a encore un problème, car c'est un projet vulnérable aux armes anti-satellites. Parce que n'importe quel satellite, surtout un intercepteur brillant ou de grande taille, peut devenir une cible facile pour des attaques anti-satellites. Et la Russie, la Chine et l'Inde ont déjà démontré leur capacité à détruire des satellites en orbite basse. C'est pourquoi d'un côté, l'idée peut sembler bonne, mais de l'autre, placer des armes en orbite les rend vulnérables aux attaques. Et un adversaire pourrait accélérer la course aux armements spatiaux précisément en développant des moyens de neutraliser rapidement ces intercepteurs. De plus, la destruction de dizaines ou de centaines de satellites en orbite basse créerait des nuages de débris orbitaux, un phénomène connu sous le nom de syndrome de Kessler, qui pourrait endommager d'autres satellites civils et militaires et aggraver la sécurité spatiale à long terme.
Et bien sûr, les adversaires des États-Unis pourraient encore contourner partiellement le bouclier en investissant dans des missiles de croisière à longue portée lancés depuis des sous-marins proches des côtes américaines, volant à basse altitude, hors de portée des capteurs, jusqu'à proximité de la cible, ou même dans des dispositifs non balistiques comme des planeurs hypersoniques qui transportent des ogives sur des treks imprévisibles. Mais le plus important, et je l'ai déjà répété plusieurs fois ici sur la chaîne, les fondements de la géopolitique sont l'action, la réaction et les précédents. Placer des armes dans l'espace rompt avec les précautions traditionnelles que les États-Unis et les autres puissances ont prises depuis la fin de la guerre froide. Car même si cela ne viole pas les traités actuels, la Chine et la Russie ont dénoncé le Golden Dome comme étant déstabilisateur et comme une preuve de l'intention des États-Unis de militariser l'espace. Par conséquent, ils devraient également suivre cette voie. Autrement dit, il y a un risque de déclencher une course aux armements orbitales, chaque camp déployant des armes et des contre-mesures dans l'espace, érodant les derniers vestiges des accords de limitation. Ainsi, pour moi, les chances que le Golden Dome voit le jour tel qu'il est sont très très faibles dans 20 ans et pratiquement nulles dans 4 ans. Les Set Round. Il me semble que c'est encore une répétition du même travers américain. Des approches compliquées avec des coûts absurdement élevés pour résoudre des problèmes d'ordre militaire et géopolitique. C'est une erreur stratégique qui, selon moi, sera fatale pour Washington, qui devrait se préoccuper non pas de solutions coûteuses et complexes, mais de la manière de réduire les coûts de la guerre sans diminuer l'efficacité et la qualité. Même si, en fait, une partie de l'avenir de la géopolitique sera la méta-géopolitique, l'espace sidéral, la véritable course que je vois commencer et que les États-Unis ignorent, c'est la réduction des coûts de la guerre. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer de grandir. À bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.